de l'identification et d'enrôlement des électeurs en RD Congo. Comme le temps nous est parti est très suffisant comme ils l'ont pensé les organisateurs, nous allons nous limiter aux détails indispensables. Détails plus qu'importants, mais indispensables. Et pour cela, eh bien, nous parlerons d'une petite introduction. Nous montrerons les conditions d'inscription et d'enrôlement des électeurs. Nous montrerons où sont organisées les opérations d'identification, la carte d'électeur, comment elle est remise, quels témoins, les observateurs et les journalistes y ont-ils un rôle à jouer, les contentieux électoraux, les dispositions pénales et enfin une brève conclusion. Ce qui importe, c'est de suivre parce que il y aura un temps pour les échanges. Distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, eh bien, l'identification des électeurs est la prise des données personnelles de chaque électeur qui permettent de les reconnaître parmi tant d'autres. C'est donc établir leur état civil. Tandis que l'enrôlement des électeurs, c'est l'utilisation de ces données différenciant chaque individu de tous les autres, afin de les inscrire sur les listes électorales. Ces données montrent que ces personnes identifiées remplissent les conditions requises pour être des électeurs et donc l'identification précède l'enrôlement et l'inscription sur les listes électorales. Cette opération tire sa légalité de la loi numéro 04/028 du 24 décembre 2004 portant identification et enrôlement des électeurs en RD Congo, tel que modifié et complété par la loi numéro 16/007 du 29 juin 2016, qui stipule à son article 4 que l'inscription sur la liste des électeurs est un devoir civique. Un devoir civique. Quelles sont les conditions pour qu'on puisse figurer sur la liste des électeurs? Eh bien, il faut être brièvement de nationalité congolaise, être âgé de 18 ans révolu, se trouver sur le territoire congolais ou à l'étranger et remplir les conditions requises, tout en jouissant de ses droits civils et politiques. Ne peuvent être inscrits sur la liste des électeurs que les personnes frappées par une incapacité mentale totale médicalement prouvée ne peuvent pas être inscrites sur la liste des électeurs. Aussi, les personnes privées de leurs droits civils et politiques et les militaires reconnus et les policiers en activité. Où sont installés les centres d'inscription? Eh bien, chers invités, l'article 22 de la loi montre que les centres d'inscription sont installés dans les écoles, ainsi que dans les autres lieux publics ou privés connus de la population, mais réquisitionnés par la Commission électorale nationale indépendante. Ici, on parle souvent des centres hospitaliers, des hôpitaux et des bureaux de groupement ou de l'état civil. À l'étranger, ils sont installés dans les ambassades ou les consulats de la RD Congo. C'est dans les lieux jugés de grande fluidité, étant donné la forte concentration de la population et leur accessibilité. Les personnels commis à travailler dans les centres d'inscription sont surtout le président du centre d'inscription, PCI, un préposé à l'identification, PI, un opérateur de saisie, OPS, un préposé polyvalent, PP, et tous sont nommés par la Commission électorale nationale indépendante. Aucun centre d'inscription ne peut être installé dans les lieux de culte,
dans les églises, dans les quartiers généraux des partis politiques, dans les quartiers généraux des syndicats ou des ONG, dans les débits de boissons, dans les postes de la police, a un rôle à jouer et tous prêtent serment avant d'entrer en fonction. Tous les personnels, chacun doit prêter serment. La remise de la carte d'électeur. Elle s'effectue après les opérations d'identification et enrôlement de l'électeur, consistant à l'inscription sur une fiche des éléments personnels de l'intéressé. Nom, poste-nom, prénom, lieu et date de naissance, sexe, nom du père et de la mère, province d'origine, territoire d'origine, secteur ou chefferie, groupement, village, adresse physique, accompagné de 2 photos passeport et des empreintes digitales. En cas de perte de la carte d'électeur au cours de la période d'identification et d'enrôlement, les titulaires s'adressent à son centre d'inscription pour obtenir un duplicata. Après cette période, il doit s'adresser à l'antenne. Quoique le duplicata soit valable pour toutes les opérations électorales, par contre, aucune attestation ou photocopie de la carte d'électeur ne peut être acceptée pour les votes. Il est accrédité sur demande du journaliste lui-même ou sur demande introduite par l'organe. Et rapidement, nous allons donner les 9 innovations qui ont été introduites dans cette loi-là. La première, la prise en compte de la dimension genre dans la constitution des listes. Et ça, c'est conformément à l'article 14 de notre constitution et aussi l'article 33 de la loi de mise en œuvre de la parité. Et c'est cette dimension genre, la loi précise qu'il faut au moins minimum 50% des femmes sur les listes. Et la liste qui va accomplir cette condition-là sera exonérée de payer la caution exigée pour le dépôt des listes. La troisième innovation, c'est la distinction des inéligibilités pour crimes graves de celles des autres infractions. Ça se trouve aussi dans notre loi électorale, mais on exige qu'il y ait un jugement coulé en force de la chose jugée, comme on le dit, nous les juristes. Donc il faudrait qu'il n'y ait plus de possibilités de recours pour qu'on puisse confirmer cette inéligibilité. La quatrième innovation, c'est la définition du régime légal exhaustif pour les votes électroniques. Et quand même, vous regardez les mesures, quand vous lisez les mesures d'application de la loi électorale, ces mesures sont plus explicites parce qu'elles parlent de 3 types de votes: les votes électroniques, les votes manuels et les votes semi-électroniques. Donc la loi a donné la brèche et les mesures d'application ont donné beaucoup plus de détails. La cinquième innovation, c'est l'affichage des listes bureaux de vote par bureau de vote au niveau des centres de vote, mais aussi on a exigé la même chose pour les centres locaux de compilation des résultats, parce que ça, on n'a pas vécu pour le scrutin précédent. On s'est limité à afficher les résultats seulement dans les bureaux de vote, mais on n'affichait pas dans tous les centres locaux de compilation des résultats. La sixième innovation, c'est la publication des résultats bureau par bureau. Donc la CENI va publier les résultats bureau par bureau des votes, mais dans les sites de la CENI. La septième innovation, c'est la publication de la cartographie électorale 30 jours avant la campagne électorale. L'étape de la cartographie est terminée. Jusque-là, c'est encore un secret pour la CENI. Elle la rendra obligatoire ou publique que 30 jours avant la campagne électorale. La huitième innovation, c'est l'obligation pour la CENI
devant donc les plis des différentes opérations, devant les cours de tribunaux qui sont chargés de traiter les contentieux électoraux. Donc on a donné cette obligation à la CENI de transmettre tous les plis pour chaque type de scrutin correspondant au tribunal ou à la cour qui est compétent pour traiter les types de contentieux. Et la dernière innovation, c'est l'obligation pour les cours et tribunaux de se servir de ces plis lors des contentieux électoraux. Alors, s'agissant des outils de sensibilisation pour les processus électoraux, on a dit qu'on doit vraiment tenir compte de l'inclusion. Et en passant, je dois remercier AFEM pour avoir invité les groupes marginalisés à ces assises. J'ai vu les femmes sont là, les jeunes, parce qu'ils font aussi partie des groupes marginalisés, comme vous le savez, les femmes et les jeunes, mais aussi les personnes vivant avec handicap. Et ça devrait être ainsi pour tous les processus électoraux, parce qu'ils ne doivent pas être mis de côté. Tout le monde doit participer au processus électoral. Et souvent, dans les processus passés, on a vu qu'on les mettait, on les discriminait un peu. Et ça devrait cesser pour qu'on puisse avoir des élections transparentes, crédibles et surtout inclusives. Et je remercie au même moment IRI qui a formé certaines organisations de la société civile, je crois 20, sur l'inclusion. Il y a 20 organisations de la société civile qui avaient été formées sur l'inclusion et sur les principes du processus électoral. On peut dire à propos des outils et approches de sensibilisation. Nous allons quelles étaient les innovations et les forces et faiblesses constatées lors des précédents sur les bandes dessinées, les autocollants, les pagnes, les t-shirts, les képis, les dépliants. On recourt beaucoup plus à ça. Et on a montré que ce sont des outils vraiment innovants pour notre population parce qu'on dit au seuil de recevabilité qui attend une première application. Pourquoi est-ce que le législateur congolais a instauré ces deux types de seuils? Pour trouver la motivation qui sous-tend les deux types de seuils, il faut interroger l'exposé des motifs de chacune des lois qui portent chaque seuil. En ce qui concerne le seuil de représentativité, il avait été conçu pour améliorer ou rationaliser le système de représentation proportionnelle. Améliorer ou rationaliser le système de représentation proportionnelle aux élections législatives, provinciales, municipales et locales. Je retiens donc, je souligne l'importance de ces deux mots, améliorer et rationaliser, parce que je vais y revenir. Pour ce qui concerne le seuil de recevabilité, il a été instauré, selon le législateur, dans le sens ou dans le but de rendre le processus électoral beaucoup plus compréhensible et plus lisible. Ici également, je souligne les deux, lisible et compréhensible. Mais quel est le constat qu'on fait en partant déjà de l'application du seuil de représentativité en 2018? C'est que, en lieu et place de rationaliser ou de simplifier le système, ces deux seuils ont plutôt complexifié le système. Ils l'ont rendu beaucoup plus complexe et beaucoup plus illisible en l'exposant donc à beaucoup plus de contestations aussi, comme on va le voir. Allons maintenant dans l'application de chacun des seuils. Commençons par le seuil de recevabilité. Quand est-ce qu'il intervient? Le seuil de recevabilité intervient en amont, a priori, plus précisément dans la phase préélectorale, c'est-à-dire au niveau des dépôts de candidature. C'est un seuil qui n'intervient pas encore au moment des élections, mais qui anticipe les élections. Il intervient au moment de la
du dépôt de candidature et il s'applique sur les listes. Ce qui signifie concrètement que les seuils de recevabilité ne s'appliquent pas à l'élection présidentielle, qui est une élection uninominale. Il ne s'applique pas non plus aux candidats indépendants, parce que les candidats indépendants, sauf s'ils se représentent sur une liste, parce que la loi de 2017 a prévu la possibilité pour les candidats indépendants de se présenter sur une liste. Mais lorsqu'ils ne se présentent pas sur une liste et ils se présentent à titre individuel, ils ne sont pas concernés par le seuil. Il est de 60% des sièges en compétition à chaque niveau du scrutin. Ça veut dire concrètement, s'il s'agit d'un candidat qui veut aligner un parti politique ou regroupement politique, qui veut aligner des candidats à l'élection législative des députés nationaux, puisque notre Assemblée nationale compte 500 députés, les sièges en compétition, c'est 500. Et pour que la liste du parti X soit déclarée recevable par la CENI, il doit aligner au moins 60% des sièges en compétition. C'est-à-dire au niveau national, le parti doit avoir au moins 240 candidats alignés. Ça, c'est déjà le premier défi. Et on va constater que c'est pratiquement un système qui vient éliminer les petits partis. On est en train d'aller vers un scrutin majoritaire qui ne dit pas son nom. Parce que désormais, l'avantage, c'est que nous allons casser peut-être les partis politiques claniques, collinaires, les partis politiques alimentaires qui n'existent que dans un quartier. Il faut donc être représenté au niveau national pour espérer faire passer sa liste. Et le minimum pour l'Assemblée nationale, c'est 240 députés. Pour l'Assemblée provinciale qui compte actuellement 48 députés, la liste doit avoir au moins 60% de 48, c'est 28,8, on arrondit par excès, au moins 29 candidats au niveau de la province pour espérer faire passer sa liste. Ce n'est pas encore l'élection, c'est la recevabilité de la liste. Et donc, au niveau de... Je dis encore que ça s'applique au niveau des élections directes aussi. Donc, les élections indirectes, c'est-à-dire celles des sénateurs, des gouverneurs, ne sont pas concernées. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? De manière concrète, il y a 4 ou 5 étapes à suivre. Je vais demander, vous êtes déjà attentionné, mais je crois que c'est la partie la plus importante ici. Une fois que le bureau de réception de traitement des candidatures a reçu les candidatures, le bureau de réception des candidatures, je vois par exemple au niveau de la province, M. Le Sec qui est là, il a juste pour rôle de réceptionner et de faire le premier traitement des candidatures. Il n'a pas compétence pour se prononcer sur la recevabilité du point de vue du seuil. La loi demande alors qu'une fois que la première étape au niveau de la réception est franchie, le bureau de réception et de traitement des candidatures transmet les candidatures reçues au secrétariat exécutif national de la CENI. Ça, c'est la deuxième étape. Le secrétariat exécutif de la CENI va consolider les candidatures reçues par parti et par province et générer alors une liste des partis politiques consolidés avec, en distinguant la liste des partis qui ont atteint le seuil de la liste des partis qui n'ont pas atteint le seuil. Et les deux listes sont alors communiquées, ça c'est la troisième étape, à la CENI nationale. Et c'est la CENI nationale qui va publier la liste des candidats qui ont atteint le seuil, en indiquant chaque fois le pourcentage de seuil atteint. La CENI va également publier en annexe de sa liste la liste des partis qui n'ont pas atteint le seuil et en indiquant le seuil qui n'a pas été atteint. Une fois que cela a été fait, la CENI finit alors par se prononcer sur la recevabilité générale ou pas. Ça veut dire concrètement qu'un parti peut avoir bien constitué son dossier électoral,
remplit toutes les conditions pour faire aligner ces candidats, mais s'il s'avère qu'au niveau national, provincial ou local, selon les cas, le parti n'a pas atteint le seuil, la liste sera déclarée irrecevable. Ça, c'est la première précision. Une fois que la CENI a déclaré la liste recevable ou pas, s'ouvrira alors la phase de contentieux des listes, où les candidats auront alors la possibilité de contester le rejet de leur candidature devant la juridiction compétente. C'est notamment la Cour constitutionnelle pour l'élection présidentielle, législative et sénatoriale. C'est la Cour administrative d'appel qui n'est pas encore installée, donc c'est la Cour d'appel qui reçoit les contentieux des députés provinciaux, et c'est le tribunal administratif qui n'est pas non plus installé, donc le tribunal de grande instance qui recevra pour les élections municipales et locales. À ce niveau-là, la Cour ou la juridiction saisie peut corriger les résultats, la décision de la CENI s'il estime que le seuil n'a pas été bien préparé. Mais il va se poser alors un grand problème, et ça je l'ai vu même pour les contentieux des élections passées, c'est qu'à ce niveau ici, il appartiendra au parti qui estime avoir été lésé de prouver qu'il a réellement atteint le seuil. Et donc, on doit avoir des partis structurés et organisés qui soient capables de communiquer avec leur base. Vous avez parfois des partis où les secrétaires généraux ne parlent pas aux interfédéraux, aux interfédéraux. Comment est-ce que le secrétaire général qui est à Kinshasa aura les données au niveau de la province si lui-même est contesté déjà par sa fédération provinciale? Donc ici, il est demandé implicitement un peu plus de sérieux et d'organisation interne au niveau des partis pour franchir ce cap. Voilà un peu en ce qui concerne le seuil de recevabilité. Merci les deux précédents panélistes qui m'ont précédé et qui ont eu l'avantage de planter les questions d'ailleurs de quand et comment s'applique le seuil de représentativité et de recevabilité en matière électorale ici chez nous. À cet effet, mon exposé va s'articuler sur deux principaux points. Le premier point concerne la question du seuil électoral, c'est le vif même de ma communication. Et le deuxième point, si le temps le permet, va porter sur la question de la représentativité sexo-spécifique que mon collègue Maître René a effleuré. S'agissant de la première question sur le seuil, il est important de retenir que avec la modification de la loi électorale intervenue le 29 juin 2022, récemment donc, il existe désormais au Congo deux types de seuils. Le premier seuil, c'est le seuil de recevabilité. Le second, c'est le seuil de représentativité. Puisque ces deux seuils interviennent dans une chronologie bien précise, je vais demander donc aux organisateurs de l'atelier de me permettre de perturber les titres et commencer par le seuil de recevabilité avant celui de représentativité. Mais avant d'analyser les deux, je vais d'abord présenter le cadre légal de ces deux types de seuils. Le premier, c'est-à-dire le seuil de recevabilité, est tout récent. Il est régi par la loi